n'a pas l'image. Alors, bismillah, On a on y juste va. le Mais son. écoute, ouais. J'espère qu'en tout Alors cas, dis-moi si tu peux moi, je faire vous quelque entends chose très toi bien. sur mon téléphone, et il paraît que j'ai pas assez Ah, d'abonnés. Ah bah c'est sûr, c'est ça. Ouais. Ouais. Et sur ton téléphone, ça marchait? Ouais. Là, il faut un compte où tu as beaucoup d'abonnés Oui, c'est pour ça. le faire. Il faut un compte où il y a beaucoup d'abonnés, c'est ça. Non, non, on n'a pas fait. d'accord. Bon, on fait sans image, c'est pas grave. Ouais, bon. Sadia est déçue, Ok. mais bon, Bah oui, mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave. En tout cas, d'abord, merci. Alors, merci infiniment, professeur, d'avoir accepté avec toujours autant de gentillesse et d'humilité. C'est ce qui vous caractérise. Les gens n'ont pas forcément mettre le temps, surtout voilà avec des personnes pas forcément très médiatisées comme nous, mais en tout cas, vous êtes toujours présent et ça, c'est un signe et un caractère qu'on apprécie chez vous. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Jarad aussi qui se décarcasse, comme on dit, pour qu'on puisse avoir ce genre de live de haut niveau. Voilà. Donc, professeur, aujourd'hui, bon, je rappelle peut-être les gens qui vous connaissent pas, et ça m'étonnerait, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Donc, vous êtes professeur en médecine, donc vous êtes chirurgien. Si je dis des bêtises, vous rattrapez, hein, mais bon, vous êtes médecin, chirurgien, donc et vous avez exercé plusieurs fois sur Gaza. Vous avez été plusieurs fois à Gaza, je crois que près d'une Une cinquantaine de cinquantaine de fois. fois, juste. Voilà, c'est ça, une cinquantaine de fois. Et donc, vous avez appris à côtoyer ce peuple et surtout à le connaître. Et il n'y a pas mieux que de personnes qui ont côtoyé, qui ont vécu ou qui ont vu, en tout cas, les Palestiniens pour en parler. Et pas des personnes cravatées, des petits hommes gris dans des plateaux qui savent absolument pas ce qui se passe et qui connaissent pas la réalité terrain. Donc, on avait besoin d'avoir votre vision et particulièrement donc sur le sujet qui nous. En fait, il y a 2-3 sujets principaux sur lesquels on va attendre vos analyses. Et puis je suis d'accord avec vous, donc on va vous laisser vraiment une grosse partie pour développer vos analyses et ensuite on permettra à quelques personnes évidemment de poser des questions. Mais voilà, alors il y a trois principaux sujets qui nous interpellent en ce moment. C'est un, la déclaration de New York. Deux, le fameux courrier de Macron, la lettre qui a été envoyée à Benjamin Netanyahou de la part de Macron suite, je pense, à la polémique. On l'aurait accusé, enfin, Netanyahou aurait dit que Macron participe à l'antisémitisme qui se trouve en France, ce fameux antisémitisme qui d'ailleurs ne veut presque plus rien dire. Et le troisième point, si on a le temps aussi, revenir sur les accords à la réunion du Qatar, qu'est-ce qui en est sorti? Pour la première partie, et vous me dites si vous êtes d'accord, professeur, j'aimerais j'ai repris les principales lignes de cette déclaration de New York, et peut-être point par point, nous donner votre retour. Si vous voulez. Sinon, on en parle de façon globale, mais j'aurais voulu qu'on zoome sur les principales lignes. Hein. J'ai pas. Alors la première ligne, donc la déclaration, donc la réunion qui a eu lieu donc à New York et qui réunissait les principaux pays de la planète, enfin qui forment l'ONU. Alors déclaration de New York, la première des conditions. Donc, on rappelle que c'est une réunion à l'appel de l'Arabie Saoudite et de la France et que l'idée c'était de proposer la solution à deux États et la reconnaissance évidemment de la Palestine par certains pays qui ne l'ont toujours pas reconnue. Alors, le premier point que j'ai retenu, moi, c'est la démilitarisation et le désarmement, donc directement des fractions et surtout, bon, je pense, du Hamas. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous inspire cette première condition? Parce qu'il y a des conditions pour reconnaître les deux États. Alors, Sadia, j'ai sous les yeux cette déclaration de New York. J'ai aussi la lettre de M. Macron à son homologue. Alors, avant d'attaquer la déclaration de New York, qui me semble le point essentiel, comme vous le signalez, je voudrais reprendre simplement à titre simplement pédagogique, parce que c'est ce que m'avait appris Gilles Devers. Eh bien, c'est dans les textes des uns et des autres, qu'ils soient juridiques ou pas, de relever finalement les accroches, les endroits où ça coince, parce que
on s'aperçoit que très régulièrement, et c'est manifeste dans tous ces textes qu'on a sous les yeux tous les deux, eh bien, on mélange les torchons et les serviettes, D'accord. on mélange les opinions et la réalité, on mélange la politique et le droit, et donc ça aboutit à des résultats complètement ahurissants que depuis quelque temps que j'ai l'habitude de résumer par les 3 I, c'est-à-dire Oui. ce qui est écrit là est immoral, et ça chacun comprend ce que cela veut dire, Ouais. c'est illégal, et là c'est important de rappeler les points de droit, Bien sûr. le droit international, la International charte de notamment. l'ONU et le droit européen, enfin tout ça. Et le troisième I que j'aime bien aussi, c'est irrationnel. Ça veut dire quoi irrationnel? Ça veut dire que votre truc, ça ne marchera pas pour des tas de raisons qu'on peut expliciter. Et donc, vous n'avez aucune chance avec ce programme d'aboutir, aucune chance autre que de prolonger la guerre, que de prolonger la dévastation, que de prolonger le génocide. À titre d'exemple, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que j'étais allé de nombreuses fois à Gaza depuis 25 ans. La dernière fois, c'était en avril 2024. Vous voyez, c'était donc après le 7 octobre, et donc c'était à une date précise. Et j'ai un de mes amis médecin qui m'appelle en me disant « Écoute, j'ai des accointances, nous avons rendez-vous tous les deux à l'Élysée avec Madame Anne Legendre, qui est la conseillère diplomatique de l'Élysée, concernant le Proche-Orient. » Moi, je n'ai pas sollicité de rendez-vous, on m'y emmène, je me dis pourquoi pas, et nous y allons. Je revenais tout juste de Gaza, je me souviens d'ailleurs, j'étais arrivé avec 1 heure d'avance au rendez-vous parce que j'étais encore sur l'heure de Gaza. Et donc nous voilà avec Anne Legendre, qui est une dame très hautement formée, qualifiée, ambassadrice, avec énormément de diplômes, et qui a assez bonne réputation d'ailleurs, m'a-t-on dit, dans la diplomatie. Et j'ai été extrêmement surpris. Bon, j'arrive, je lui dis « Quel temps avez-vous » Elle me dit « Le temps que vous voulez ». Alors là, je n'en attendais pas tant, et nous sommes partis pour une discussion d'1 heure et demie. Et je me suis aperçu au fil de la discussion que Madame Legendre ne se comportait pas du tout comme une diplomate spécialiste de droit, connaissant en tout cas très bien le droit et le Proche-Orient. Elle se comportait exclusivement comme le porte-parole de la pensée de M. Macron, avec toutes les incohérences que cela représente. Oui. Et d'ailleurs, je me suis amusé, c'était un peu cruel, mais à mon camarade médecin qui connaissait un petit peu moins le droit international que moi, j'expliquais régulièrement en quoi ce qui venait d'être dit était incohérent. Et je voyais mon interlocutrice devenir progressivement rouge comme une pivoine. Et pour résumer simplement cet entretien d'1 heure et demie, à la fin, Madame Legendre nous a dit que finalement, il travaillait beaucoup à la présidence, et peut-être au Quai d'Orsay, je ne sais pas, à élaborer un texte qui serait acceptable à la fois par les Israéliens et les Américains. Je veux dire qu'en sortant, confirmé que j'ai eu une hallucination en entendant une chose pareille. Acceptable par les Israéliens et les Américains. Et ce qu'on voit 1 an et demi après cet entretien, eh bien, c'est que la position française n'a pas évolué, s'est pas modifiée d'un millimètre. C'est pas une mauvaise chose. Et l'appui américain, il n'y en a pas non plus. Autrement dit, on voit que ces considérations complètement irrationnelles, pour être gentil, pour ne pas dire immorales et illégales, mais je vais y revenir tout à l'heure, eh bien, ces considérations sont nulles et non avenues, car de toute façon, elles n'aboutiront pas. Ce n'est pas la bonne méthode qu'on soit pour eux pro-israélien, pro-palestinien, pro... Non, ça ne marchera pas et c'est très facile à démontrer. Alors, je voudrais, avant, prendre le texte important que vous avez signalé, et on le prendra dans l'ordre, j'en suis bien d'accord. La lettre de M. Macron, tu dis tout. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je pense que beaucoup sont comme moi, c'est que cette lettre qu'assez récemment, on se souvient d'une tentative médiatique, nouvelle supplémentaire, M.
Netanyahou en essaye tous les jours. La France était un grand pays antisémite et qu'il fallait qu'on s'en occupe. Alors, il a eu la délicatesse de publier cette lettre dans la presse avant même que le président de la République française ne l'ait reçue. Et M. Macron, donc, lui a répondu en publiant la lettre dans la presse de la même façon. Et malheureusement, je dois dire que vraiment M. Macron est mal conseillé. Eh bien, cette lettre est émaillée d'erreurs, d'inexactitudes, de choses totalement insoutenables. Alors, je reprends, si vous voulez, dans l'ordre de la lettre du président. C'est un peu en vrac, mais c'est pas moi qui ai écrit cette lettre, pardonnez. Le président commence donc, on est le 17 août 2025, et il commence en disant qu'il a tenu à solennellement endosser la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste qui condamne l'antisionisme comme un antisémitisme. Voilà. Donc quand on attaque une problématique aussi douloureuse en période génocidaire et qu'on commence par dire une énormité pareille, parce que personne, ni en France, ni ailleurs, ni en particulier en Palestine, eh bien, ne confond l'antisionisme et l'antisémitisme. Et je dirais même que le Hamas, dans sa charte de 2017, qui a complètement effacé, et heureusement, parce qu'elle était énorme, la charte de 1988, les articles 16 et 17, eh bien, expliquent que nous connaissons très bien la différence entre les Juifs et les sionistes. Nous avons vécu avec les Juifs pendant des milliers d'années en bonne entente et nous pouvons... Par contre, le sionisme, voilà, tout le monde connaît l'explication, mais dans la bouche du président de la République, dans une période de guerre aussi intense et aussi meurtrière, avec des dizaines d'enfants qui meurent tous les jours, l'équivalent d'une salle de classe, commencer sur ce thème, qu'ils le disent, qu'ils le pensent, qu'ils le passent en sous-main, mais une lettre publique affichant ce genre de choses, c'est immoral, illégal et complètement irrationnel, parce que les quelques-uns qui auraient pu encore basculer du côté de l'opinion de M. Macron ne peuvent pas s'empêcher d'avoir haut le corps. C'est d'une maladresse insigne. Je pense que les diplomates, les vrais, se sont retournés dans leur tombe pour ceux qui ne sont plus de ce monde. Alors, juste après, vous voyez, rien que dans le même paragraphe, il y a une autre énormité. Il parle d'une paix durable qui passerait par la création d'un État palestinien souverain, démilitarisé. C'est-à-dire que nous avons deux dans la même phrase qui sont complètement contradictoires. Paradoxal. Je voudrais rappeler, et beaucoup de ceux qui nous écoutent le savent, mais manifestement, au moins dans le discours du côté de l'Élysée, on ne le sait pas, qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, allez dans n'importe quel cours de sciences politiques, on vous dira, un État, c'est un territoire avec une population qui définit ses limites, ses frontières, avec éventuellement une armée si les frontières ont besoin d'être défendues, et c'est un État qui se soumet à une loi commune. Loi commune, armée, frontière, territoire. Donc un État palestinien n'est pas souverain s'il est démilitarisé, bien entendu. Imaginez, la comparaison vient de mon ami François Burgat, mais il faut comparer quand même. Imaginez qu'en 1945, on ait demandé aux résistants français de remettre leurs armes, et qui plus est de remettre leurs armes au maréchal Pétain. Donc tout ça n'a évidemment aucune chance d'aboutir. Et c'est là le troisième I, c'est-à-dire c'est complètement irrationnel. Vous voyez, je ne sais pas si M. Macron est en état de se mettre dans la situation d'une famille dont toutes les personnes ont été tuées. Eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Évidemment, j'irais rejoindre les militaires. Donc, un État démilitarisé, il y aura une résistance. Et ils l'ont prouvé depuis 70 ans. Donc là, deux mots totalement contradictoires dans une phrase. Dans le paragraphe, c'est même encore dans le même paragraphe, l'État palestinien doit constituer la fin du Hamas. Moi, vous voyez, quand je faisais passer des examens des jurys, je demandais toujours aux étudiants d'être capables de définir les mots qu'ils utilisent. Et c'est souvent en les aidant de cette façon qu'on arrivait à une meilleure formulation, si vous voulez. La fin du Hamas, qu'est-ce que ça veut dire? Le Hamas, c'est un mouvement politique, il n'y a pas que la branche armée derrière. Pour soutenir la branche armée, il y a une opinion publique.
il y a une idéologie, mais pas dans le sens je suis marxiste, je suis islamiste, etc. L'idéologie, celle de la résistance. Au moment des accords d'Oslo, eh bien, l'OLP a capitulé. Il a éliminé la résistance de ses capacités. Exactement. Bon, il était sans doute de bonne foi. En tout cas, c'est ce que pensait le cheikh Yassine à propos d'Arafat. Mais ça n'empêche que de l'autre côté, il n'y a pas un État avec une loi commune, des frontières définies, de bonne foi. Il y a au contraire pas de frontières, pas de loi commune, l'apartheid, et pas de bonne foi. Ce n'est pas une injure de dire que Israël n'a jamais respecté un accord signé. Il l'a encore démontré 3 fois récemment, dans le dernier épisode étant l'épisode de Doha, où on se permet d'aller attaquer pour tuer alors qu'on est en négociation avec la partie correspondante. Donc, constituer la fin du Hamas, c'est évidemment immoral, parce que ce sont des gens qui se sont battus et qui ont donné leur vie pour essayer de libérer leur pays. C'est illégal et c'est complètement irrationnel, parce que ce n'est même pas dans l'intérêt des plus extrémistes des Israéliens. Ce n'est même pas dans leur intérêt à moyen ou long terme. Et il dit, après 2 ans d'opération, l'État palestinien, c'est aujourd'hui la seule manière d'éradiquer réellement le Hamas. Comment peut-on éradiquer une idée et en plus, cette idée, ce n'est pas comme un peu le pouvoir macronien où il y a une tête et puis en dessous, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de... Le jour où M. Macron se retirera de la politique, il restera évidemment rien de son mouvement, entre guillemets. Alors que le Hamas, eh bien, c'est une pyramide qui s'est construite pendant des dizaines d'années, et je le raconte, ou plutôt les témoins que j'ai interrogés le racontent dans mon livre sur la biographie du cheikh Yassine. C'est une histoire qui remonte à 30 et 40 ans, qui remonte même, ça remonte en gros à 1967, le véritable éclatement, le démarrage véritablement du Hamas, c'est 1967. Autrement dit, on n'éradique pas une idée. C'est absurde. Il n'y a que dans les dictatures que l'on pense pouvoir éradiquer une idée. Donc ça fait quand même beaucoup de choses absurdes dans le premier paragraphe. À la fin simplement de la première page, eh bien, il faut désarmer les groupes terroristes. Le mot terroriste, je rappellerai à M. Macron qu'en droit international, ça n'existe pas. Il y a des actes terroristes qui sont des crimes de guerre, et les crimes de guerre sont identifiés de manière extrêmement précise. On n'utilise pas, ou quasiment pas, en tout cas, le mot terroriste ne figure pas dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. À commencer par le Hamas, aider à renouveler une gouvernance palestinienne viable. Mais bon sang, c'est le grand bond en arrière, là, c'est pas le grand bond en avant, c'est un grand bond en arrière de 25 ans, c'est-à-dire que comment va-t-il nous convaincre qu'en remettant d'aplomb les accords d'Oslo derrière monsieur Abbas, qui est illégal et illégitime depuis 2009, eh bien, on va pouvoir faire avancer les choses. Je passe à la page 2, mais vous voyez, rien que sur la page 1, ça mérite moins de 5 sur 20. Vous voyez, c'est pas terrible. Alors là, on en mais la deuxième partie aussi. La deuxième dans partie l'infâme, aussi, je crois. Dans l'infâme. Ouais, ça, c'est page 2, à la fin du premier paragraphe. Il faut transformer, utiliser l'opportunité de transformer les gains militaires que Israël a obtenus sur les terrains régionaux en victoire politique durable. Voilà. Ça veut dire, eh bien, légaliser le gain de territoire par la force, c'est-à-dire que M. Macron déchire, comme l'a fait M. Netanyahou, la charte des Nations Unies, à nos yeux, sous nos yeux. Vous voyez, comment peut-on écrire une chose pareille? C'est immoral, illégal et irrationnel. C'est les trois, donc ça ne marchera pas. Alors, la suite, je dirais professeur, que c'est génial. si je peux me permettre, juste à ce niveau-là, vous avez déjà on annonce, enfin c'est pratiquement les mêmes objectifs que l'entité s'était fixée, c'est-à-dire éradiquer d'après lui la résistance, etc. Oui. Alors comment vous expliquez que les moyens ne sont malgré pas ça, alors comment on explique, et puis on continuera sur les autres thèmes, mais comment on explique que malgré ça l'entité met son veto, enfin refuse catégoriquement même ça, c'est-à-dire même en allant dans son sens, il dit non, niet.
C'est Comment on paradoxal un l'explique? peu. Moi, je refuse d'expliquer la pensée de Monsieur Netanyahou. J'en vois Ah, c'est vrai simplement que c'est pas le évident. résultat de la manière dont je peux l'observer, c'est-à-dire que c'est une chance. C'est une chance que Netanyahou et Macron ne s'entendent plus bien. Il y a les mots, Oui. mais il y a aussi les personnes. Et je dirais que, bon, tout le monde s'enfonce un peu plus, mais en l'occurrence, c'est Mhm. l'initiative de Monsieur Macron qui ne marchera pas, quoi. D'accord. Alors, la suite, il utilise le mot pogrom pour le 7 C'était. octobre. Bon, ça, Mhm. c'est un contresens absolu que tout le monde est en mesure de relever. Pourquoi utiliser ce mot? Pourquoi? Mhm. Les objectifs des mouvements armés, je rappelle que la Cour internationale de justice ne parle pas du Hamas dans son arrêt sur la plausibilité du génocide de 2024. Elle parle de groupes armés palestiniens parce qu'il y a une vingtaine de groupes armés. Et le but de ces groupes armés était triple. Il était premièrement de faire remonter au niveau de la connaissance mondiale eh bien, l'existence des Palestiniens et l'existence de leur souffrance. Et cet objectif, dans un drame épouvantable, a été obtenu. Le monde entier se défile tous les jours dans toutes les parties de la planète. Le deuxième objectif, c'était de montrer que même avec des forces militaires infiniment moindres, en utilisant les failles de l'adversaire, et la principale faille de l'adversaire israélien, c'est l'arrogance, c'est le mépris des petits. Et ben, les petits, ils ont réussi à faire qu'après 20 mois de guerre, presque 2 ans, eh bien, la plus forte armée du monde n'ait toujours pas réussi à les vaincre. Donc ça, c'est très très important. On se souvient par exemple c'était Ho Chi Minh qui disait nous avons mis les Américains dehors et nous n'avons pas perdu un char. Alors ils n'ont pas perdu un char parce qu'ils n'en avaient pas. Et les chars, c'est pas ce qu'il fallait. Les chars à Gaza, ce sont des cibles. Vous voyez, c'est pas une protection, ce sont des cibles. La guerre urbaine avec des chars, c'est complètement inadapté. Et là, les Palestiniens nous ont montré qu'ils avaient une capacité militaire, même au prix d'un coût effroyable. Et le troisième objectif, c'était celui de faire un échange de prisonniers, comme il y en a eu beaucoup, parce qu'on parle toujours, évidemment, des prisonniers israéliens, qui sont quelques dizaines, mais les plusieurs milliers de prisonniers palestiniens, eh bien, vous savez de quoi ils retournent. Et encore une fois, dans les textes, en particulier dans la déclaration de New York, je ne sais même pas si les prisonniers palestiniens sont mentionnés autrement que par le mot échange. Alors, les images, le Hamas ne devrait plus jamais représenter une menace pour Israël, ni jouer un rôle dans la gouvernance future de Gaza et des territoires palestiniens. Alors ça, c'est une opinion politique, mais lorsqu'on va retrouver ça dans la déclaration de New York, on s'aperçoit que reconnaître un État, ce que disait Gilles Devers, un État c'est comme un enfant, il est là, il existe, c'est un fait. Qu'il soit souverain ou pas, ça ne retire rien à la notion d'État, c'est un territoire, une population, comme je vous l'ai dit, etc. Et donc, dans la déclaration de New York, au lieu de se contenter de la déclaration de l'État qui aurait pris une page ou même une demi-page et pour laquelle les 140 pays qui ont voté auraient voté en connaissance de cause, suspendre la reconnaissance d'un État au fait que la gouvernance future devrait être limitée à des groupes de personnes qui ont fait allégeance à la puissance occupante, etc. Mais ça n'a rien à voir. Je dirais en dehors du fait que c'est immoral et illégal, c'est irrationnel parce que ça n'a rien à voir. C'est comme si on avait ajouté, et ça va vous faire rire peut-être, d'ajouter comme condition la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il aurait pu rajouter dans la balance la libération de Boualem Sansal. Vous voyez, tout ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez, donc on est frappé quand même par la faiblesse de ce texte. Alors, après, je passe sur les phrases où c'est le Hamas qui est responsable du calvaire des otages israéliens, bien entendu, et qui maintient le peuple Gaza dans une souffrance inouïe. Alors ça, on en a eu l'expression ces jours-ci, et on l'a dénoncé, on est un certain nombre à l'avoir dénoncé, dans la bouche de Jean-Pierre Filiu. Vous voyez,
Jean-Pierre Oui. Fillus, c'est quelqu'un, vu de loin, c'est quelqu'un qui est professeur de sciences politiques à l'Institut de politique de Paris, très bien. Il Mhm, parle mhm, arabe, très bien. Il a l'air tout à fait sain d'esprit, très bien. Eh ben non, c'est pas ça, c'est pas ça. Car le Monsieur Fillus, c'est le porte-parole, comme Madame Legendre, c'est-à-dire que il a pignon sur rue dans le journal Le Monde et il nous explique récemment que c'est le Hamas qui a la qui responsabilité est de ce qui se responsable. passe à Gaza. Oui. Il refuse dans l'antenne de France Inter d'utiliser le mot génocide alors que celui-ci est défini juridiquement et a été Ouais. reconnu par toute une instance internationale indépendante. C'est-à-dire qu'il se comporte comme le porte-parole de M. Macron, comme Mme Legendre. Mhm, Alors, Mme Legendre encore, bon, elle est conseillère, on aurait aimé qu'elle conseille, hein, mais non, elle est mhm. porte-parole. Monsieur Fillus, c'est pas un citoyen ordinaire, c'est quelqu'un qui enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris. Donc, il devrait y avoir une éthique, si vous voulez. Mm. Les journalistes ont Oui. une éthique, les médecins ont une éthique, les enseignants ont une éthique aussi, vous Mhm, voyez. Donc ça, mhm. cette phraséologie, quand Monsieur Fillus nous explique qu'en revenant de Gaza, où il est allé dans des circonstances extrêmement douteuses, puisque bénéficiant nécessairement de l'assentiment de la France et de l'armée israélienne, il est passé avec Médecins du Monde. Je suis étonné que Médecins du Monde ait endossé la responsabilité de transférer un diplomate finalement du Quai d'Orsay Mhm, à Gaza. Tout ça pour nous raconter que mhm. la majorité des blessés par balles palestiniens à Gaza sont victimes de balles Mm. palestiniennes. Vous voyez, parce que c'est quand même Palestinienne, ouais. ça qu'il a raconté dans Mm. tous les médias et qu'il Absolument. continue On a, de raconter. on avait suivi justement le live par rapport à cette déclaration. Professeur, pour avancer, pour pouvoir ensuite aborder tous les sujets, il y avait dans cette déclaration trois trucs qui m'ont vraiment sidéré. C'est bon, un programme économique libéral, Alors, précision ma de chère Sadia, oui, juste, je vous donne juste je vous donne juste si vous permettez les points et ensuite vous développez. Donc il y d'accord, avait ce d'accord. point, Non, parce qu'on n'a pas fini l'UNRWA. avec la lettre. Ah, Vous voyez. ah C'est sur oui, la on reste lettre. sur la lettre. Donc Non, d'accord, juste ok. la dernière chose, vous voyez, là pour l'instant, Ouais. je suis en train de clouer l'élève Macron au tableau avec toutes les erreurs de sa copie. Alors bon, il Mhm. parle d'exode massif des Gazaouis. Exode n'est sans doute pas le mot très adroit, vous voyez. Il aurait mieux fait d'utiliser le Ouais. mot qui est le même en français et en anglais. D'ailleurs, c'est la déportation, vous voyez. Parler Oui, d'exode, absolument. mais bon, c'est pas Mm, très adroit. Non, et la fin quand même, mhm, les deux dernières phrases sont essentielles. mm. C'est-à-dire que comme M. Netanyahou, il donne une direction, vous voyez. Volonté collective de voir advenir une paix durable dans un Moyen-Orient où Israël a largement contribué ces dernières années à réduire une autre menace, celle de l'Iran. Voilà, ça y est. Donc tout est dit. Ouais, voilà, tout est L'ennemi, dit là. c'est l'Iran. Voilà. Dans la C'est copie l'Iran. du mois Mhm. d'août, passée, je dois dire, un petit peu inaperçue, eh bien, tous les éléments de la politique de M. Macron sont là. Ouais, Alors, je vous écoute sur la déclaration absolument. de New York maintenant. Donc, oui, donc pour la déclaration, je disais qu'il y avait des points qui étaient, enfin, en synthèse, hein, et je voudrais qu'on y revienne. Donc, démilitarisation, ça on en a déjà un peu parlé. Contraindre la population à bien voter, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ne pas voter, en fait, éliminer la possibilité au Hamas de participer, entre autres. Le programme, comme je disais, économique libéral. L'UNRWA, alors ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Pourquoi l'UNRWA doit disparaître et ne plus faire son rôle? Et dernière chose, en fait, bon, bref, et ensuite les accords de sécurité qui protégeraient plus Israël qu'autre chose. Donc j'ai eu l'impression que ces accords étaient vraiment une belle mascarade et que ça allait plus dans le sens d'un Oslo revisité et revisité à l'avantage de l'entité. Et on a, dans cette déclaration, à aucun moment, on revient sur rien de ce qui s'est passé. Israël repart et repartirait comme si de rien n'était, avec aucune sanction. On n'a pas parlé du génocide, on n'a pas parlé du déni de droit international. Voilà. En gros, je vous ai donc fait un petit résumé. J'aimerais que vous nous donniez votre avis par rapport à tout ça. D'accord, bah écoutez, bien volontiers. Sur le premier point que vous avez indiqué,
Et je dois dire que j'imagine, peut-être que je me trompe, j'imagine Madame Legendre reprenant sa copie 3 ou 4 fois pour trouver la phrase qui aurait l'air anodine, qui passerait à peu près inaperçue, vous voyez, Ouais, sur la ouais, question des absolument. élections. Le Hamas doit cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Vous voyez, bon, les armes, on Ouais. comprend tout, mais cesser d'exercer son autorité. Mais quelle autorité? Ça veut dire que pas d'élection. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors c'est repris un petit Bien peu plus sûr. loin en demandant, ou je crois qu'on en a parlé d'ailleurs dans la lettre du mois d'août, eh bien qu'il faudrait éliminer des élections les groupes qui n'ont pas fait allégeance au programme de l'OLP. Exactement. C'est L'OLP, ça. bah, c'est le renoncement à la résistance armée, c'est l'OLP. Mais il n'empêche que dans les groupes armés palestiniens, par exemple, qui travaillent, que ce soit à Gaza ou même en Cisjordanie, il y a des gens qui sont proches du Fatah. Moi, j'en ai rencontré, en tout cas à Gaza, des gens qui sont des ex-Fatah ou des Fatah dans l'esprit, mais qui, en tout cas, Mhm. eh bien, ont pris les armes et se battent avec leurs camarades. Bien Il y a sûr. également le FPLP marxiste. Alors, on casse toujours du sucre sur l'islam politique en disant, et même des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, que je ne citerai pas, parlent de théocratie, mais il ne faut pas quand même se moquer du monde. Où est la théocratie au niveau des résistants islamistes palestiniens? Ils ont même adopté une partie des accords d'Oslo, en ce sens qu'ils ont décidé, après beaucoup de réflexions, et c'est une réflexion très ancienne, hein, ça date de 1992, au moment de la déportation à Marjezour, dans cette grande réflexion qu'ils ont élaborée à ce moment-là, ils ont dit, est-ce que nous allons participer à un gouvernement? Et l'accord a été fait en disant oui, on est d'accord pour participer à un gouvernement minoritaire. Et ils ont encore beaucoup réfléchi, puisque jusqu'aux élections de 96, par exemple, ils n'ont pas présenté de candidat, sauf un seul, et d'ailleurs qui a été exclu du mouvement, qui s'appelle Imal El-Faloudji, et ils se sont présentés ensuite aux élections, c'est-à-dire qu'ils ont accepté les lois fondamentales palestiniennes qui font office de constitution, Mhm. et très clairement avec des élections, une chambre, une opposition, une alternance Ouais. du pouvoir, le respect de l'opposition. Vous voyez, on n'a pas de leçon à donner aux Palestiniens en ce sens. Et non seulement en participant aux élections, ils ont gagné, comme vous le savez, mais ils ont même essayé par 3 fois de constituer un gouvernement, par 2 fois de constituer un gouvernement d'union nationale. Et à chaque fois, Non, M. Netanyahou a déclenché une bataille militaire, une agression militaire, absolument. et ils ont finalement obtenu de M. Abbas que la date d'élection parlementaire et présidentielle soit fixée, et cette date, ces élections, ont été annulées et quelques mois auparavant par M. Mahmoud Abbas. Autrement dit, les critères de démocratie de l'idéologie du Hamas, eh bien, sont des critères non seulement indiscutables, mais il est parfaitement immoral de les discuter puisqu'ils l'ont prouvé à travers des élections qu'ils ont gagnées. Et ces élections ne se sont pas soldées après par une prise du pouvoir du Hamas. Il y a eu un plan, et ce plan, il a été dévoilé par les Palestine Papers. Il a été dévoilé, il a même un nom, c'est un nom qui a été fixé par les Américains et endossé par les Israéliens. C'est le plan pour la gouvernance palestinienne 2007. C'est-à-dire que ils ont dit, ben, on va remplacer les gens qui sont élus par un gouvernement à notre botte, un gouvernement OLP, et ils ont mis les moyens, ils ont formé des militaires, notamment en Jordanie. Moi, je suis allé 3 fois. Vous voyez, j'ai insisté tout à l'heure pour dire que j'étais allé 50 fois à Gaza, c'est-à-dire 3 fois par an, ce qui veut dire que j'ai pris la température d'une certaine façon 3 fois par an. Et dans l'épisode qui s'est Ouais. écoulé entre les élections de 2006 et effectivement la prise du pouvoir du Hamas par les armes en contre-insurrection, si vous voulez, eh bien, j'y suis allé 3 fois. Et j'ai vu les Mhm. policiers, les militaires de l'OLP qui étaient là avec leurs beaux costumes, avec leur. J'ai même vu
des engins de transport de troupes blindés qui étaient là. Donc tout ça, c'est pas le Hamas qui l'a fait entrer dans les tunnels pour les remettre dans le main de l'OLP. Autrement dit, il faut pas refaire l'histoire. Alors le premier point, les élections, là aussi là on peut même remonter un peu plus dans l'histoire. L'islam politique, il est né, on le sait, on parle de 1928, Hassan el-Banna, etc. Il ne faut pas oublier que ce mouvement est né en réaction à la colonisation britannique. Anglaise. C'est pour mettre les Britanniques dehors que Hassan el-Banna a créé un mouvement avec une référence aux valeurs musulmanes, ce qui n'est pas honteux en soi, loin de là. On peut remarquer que les Britanniques partis, et ils ont été réprimés, les Britanniques partis, eh bien les frères musulmans sont revenus à la charge à chaque fois que l'Égypte a fait l'objet d'une dictature effroyable, et ils ont payé le prix. Donc les frères musulmans, c'est pas le diable. Alors bien entendu, il y a eu des épisodes meurtriers dans tous les sens, mais en tout cas, le fait qu'en France, on n'ait même pas le droit de prononcer le mot frères musulmans dans une radio, et encore moins de l'écrire dans un journal, ça montre à quel point c'est immoral, c'est illégal, et c'est surtout irrationnel. On n'en sort pas, si vous voulez. Donc les élections, c'est véritablement un problème. Et quand M. Macron parle de faire des élections d'ici un an, des élections avec M. Mahmoud Abbas, avec des gens qui assureront la transition, on peut déjà donner leur nom. C'est ceux qui, à l'autorité palestinienne, sont en contact quotidiennement avec les Israéliens. Il y en avait un qui est célèbre, c'est le célèbre négociateur à vie, Saeb Erekat, qui a négocié, qui était fier de le dire, pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Et c'est pas ces gens-là, évidemment, qui vont être capables d'assurer une transition, et encore moins d'assurer l'organisation d'élections libres. On parle d'élections libres, mais à partir du moment où tout le monde ne peut pas se présenter, eh bien, tout le monde ne peut pas se présenter. Le Hamas, il n'y aura pas d'étiquette Hamas, eh bien, il va se passer ce qui s'est passé en Égypte dans les épisodes où les frères musulmans étaient les plus réprimés. Eh bien, il y avait un certain nombre de candidats, dits sans étiquette, dont on savait très bien ce qu'ils représentaient comme programme politique. Et donc, on n'arrivera pas à éradiquer l'électorat Hamas, à moins d'un génocide réussi, et c'est terrible d'utiliser cette expression, c'est-à-dire de tuer tous les Palestiniens ou presque. Eh bien, on n'arrivera pas à truquer les élections. Donc, les élections que réclament les Palestiniens, et tous sans exception, ce sont des élections libres et non faussées. Libres et non faussées, vous voyez. C'est pas des élections truquées, et l'organisation d'élections dans le délai d'un an est totalement inenvisageable. C'est inenvisageable. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, la suppression de l'UNRWA. Alors ça, évidemment, c'est le rêve de M. Netanyahou, supprimer l'UNRWA. Et on nous explique que finalement, les Palestiniens sont des nantis, comme le statut de réfugié, en particulier à Gaza, eh bien, est transmis comme ça d'une génération à l'autre. Maintenant, on arrive à un nombre considérable de réfugiés. Ça coûte très très cher. Il vaudrait mieux qu'ils travaillent. Hein. En gros, c'est ça le raisonnement. Alors, M. Netanyahou et M. Macron oublient que les Nations Unies, ils ont fait beaucoup de choses insuffisantes, mais ils ont fait aussi des choses bien. Ils avaient considéré en 1945 et après que la situation de la Palestine n'était pas une situation réglée, qu'il y avait 80% de la population qui avait fui et qui se trouvait dans un état de grand besoin, comme aujourd'hui, et même aujourd'hui c'est 100%, et que donc, eh bien, il était du devoir des Nations Unies au moins de subvenir à leurs besoins le temps qu'un équilibre démocratique, économique soit atteint. En cas, dans quelle issue, dans quel délai M. Macron pense-t-il que l'on va pouvoir supprimer l'UNRWA? Avec la manière dont tout est parti, ça ne sera pas pour demain. Et l'UNRWA, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui reçoit l'agrément
de tous les Palestiniens du terrain, sans exception. Tous les Palestiniens, qu'ils aient évolué politiquement vers la gauche, la droite, le centre, les islamistes, les marxistes, tous sont reconnaissants à l'UNRWA parce qu'ils ont été tous des élèves des écoles de l'UNRWA. Exactement. Et c'est grâce à l'UNRWA que la population palestinienne est l'une des plus éduquées du monde arabe. Absolument. Et je peux vous en parler pendant des heures. Autrement dit, l'UNRWA, il n'y a que les Nations Unies qui peuvent le défaire. Ce n'est évidemment pas un responsable politique d'en décider. Et par exemple, l'Amérique, par exemple, n'est pas membre, est à partie de la Cour pénale internationale, et donc il ne peut pas, elle ne peut pas utiliser le chantage au financement. Si les États-Unis ne veulent plus financer l'UNRWA, eh bien les autres le feront, si vous voulez. Mais l'UNRWA a démontré depuis très longtemps ses capacités en matière d'éducation, en matière de santé. S'il y a 100% de taux de vaccination à Gaza, c'est bien grâce à l'UNRWA. L'UNRWA est quelque chose qui a assuré au fur et à mesure que l'étau se resserrait sur Gaza, qui a permis, et on en parle heureusement beaucoup aujourd'hui, la distribution de colis alimentaires, et donc qui a acquis une expérience considérable. L'UNRWA s'est chargé des soins de santé primaires avec des études remarquables qui sont la base d'ailleurs des statistiques que produit mensuellement l'Organisation mondiale de la santé. Et vous avez des statistiques extrêmement précises avec d'excellents fonctionnaires de l'UNRWA qui travaillent sur le terrain et qui peuvent vous dire combien de consultations une femme enceinte a fait avant d'accoucher, qui peut vous dire quel est le pourcentage de diarrhée infantile, les taux de vaccination, etc. Gaza, sur le plan de la santé et grâce à l'UNRWA, eh bien, est situé dans la plupart des domaines au niveau des pays développés, voire très développés. Vous voyez, donc supprimer l'UNRWA et le placer comme objectif de guerre, finalement, c'est véritablement, une fois de plus, immoral, illégal et irrationnel. Quel était votre point suivant? On a zappé, enfin on est passé sur le programme économique libéral. Je pense qu'on s'y était pas arrêté. Pourquoi cette précision? Je ne sais plus très bien où c'est. Si vous avez un chiffre à me donner, la déclaration de New York est chiffrée jusqu'à 42. Je crois que c'est la troisième. C'est la numéro 3. Ouais, je pense, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Oui, non, mais bref, je c'était en fait mettre en place. Enfin, même ils vont jusqu'à ce détail, c'est-à-dire à envisager le genre d'économie ou la norme économique qu'ils veulent mettre en place, et ce serait une économie libérale. Pourquoi? Une fois de plus, c'est l'arrogance occidentale qui consiste à dire vous êtes incapable de produire quoi que ce soit, et donc on va vous montrer comment ça marche. Vous voyez, bon. Sauf que la population de Gaza, avec ses universités, ses 150 000 étudiants, elle a des capacités dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous n'avons pas de leçons d'économie. Dans ce tout petit territoire, par exemple, l'évacuation des colonies israéliennes en 2005, qui représentait 30% de la surface, eh bien, a été transformée d'une manière remarquable, ce qui fait qu'en 2 ans, eh bien, les fruits et légumes, la bande de Gaza était autonome. Et pourquoi à chaque attaque israélienne, on bombarde les champs, on bombarde, eh bien, c'est les arbres fruitiers qui mettent 3, 4, 5 ans avant de produire, etc. Autrement dit, dans le domaine économique, dans le domaine informatique, dans le domaine médical. Moi, je rêve d'une conférence internationale sur l'autosubsistance, car Gaza a énormément de choses à nous apprendre. Ce sont les champions de l'autonomie, de l'autosubsistance, vous voyez. Donc, l'économie, elle se fera, j'allais dire, toute seule. Elle se fera par les Gazaouis, elle se fera par les contacts, elle se fera par la diaspora, elle se fera par l'opinion mondiale qui les soutient. Et on n'a certainement pas besoin d'un plan de Riviera, évidemment. Évidemment. Ouais. D'ailleurs, professeur, juste une petite parenthèse pour appuyer vos propos. J'avais été à Gaza en 2013 et on m'avait expliqué que les Gazaouis n'ont pas le droit de
de pêcher à un nombre de mètres et que s'il dépassait, il risquait d'être... Et ça m'avait un peu déstabilisé, choqué. Puis on m'a dit, attends, t'inquiète pas. Et ils m'ont emmené justement dans un espèce d'hangar. Et là, j'ai vu un bassin immense avec plein de poissons. En fait, ils avaient donc cultivé, donc je sais plus le nom exact de ce procédé. Et ils m'avaient dit en souriant, on est capable d'exporter le poisson s'ils veulent. Donc de ce côté-là, rassurez-vous, voilà. Et c'est pour rappeler et souligner un peu Aujourd'hui, le côté au niveau mondial, plus de la moitié du poisson que nous consommons, un peu plus, légèrement plus, est du poisson d'élevage. Et donc, oui, j'ai vu les mêmes structures que vous avez vues, qui ont été abondamment détruites. Et je dois dire que vous parlez de la mer, et il y a évidemment toutes les ressources qui sont situées dans la mer, en particulier les ressources gazières, c'est-à-dire qu'en matière d'énergie, entre le solaire, l'éolien et le gaz, Gaza serait évidemment complètement autonome et même projetterait certainement dans le réseau électrique et bien un certain nombre de kilowatts. Donc les Gazaouis n'ont pas besoin, surtout qu'on ne s'occupe pas d'eux, c'est la seule chose finalement qui les réclame. Exactement, on les laisse. Et puis il y avait aussi l'aspect une garantie de sécurité pour l'entité si cet État venait à voir le jour. Et ensuite, je vous demanderai. Oui, alors là que vous l'avez remarqué, comme tous ceux qui ont lu cette déclaration de New York, que c'est véritablement scandaleux, une fois de plus, de parler de la sécurité strictement à sens unique. Il y a une différence, par exemple, entre le mot sécurité et le mot sûreté, vous voyez. Et les Israéliens, en tout cas ceux qui dirigent et qui bombardent, restent complètement figés sur cette idée que la sécurité, eh bien, ça consisterait à mettre un missile Iron Dome derrière chaque nouveau-né. Ça consisterait à faire un mur de 10 km de haut autour de Gaza. Ça consisterait à prendre toutes ces mesures, et ces mesures qui sont prises d'ailleurs graduellement depuis des dizaines d'années. Ça, c'est la sécurité. La sécurité, la sûreté, c'est l'inverse. La sûreté, ça veut dire qu'on peut laisser la porte de sa maison ouverte quand on va travailler. La sûreté, c'est qu'on n'a pas besoin d'ériger une barrière électronique avec ses voisins. C'est ça, la sûreté. Et quand c'est effrayant parce que des choses très simples que chacun peut ressentir et peut même argumenter ne parviennent pas à l'esprit de nos dirigeants. En tout cas, ils ne veulent pas que ça parvienne. Il y a une formule, par exemple, qui revient régulièrement, et elle revient, je ne sais plus si c'est d'ailleurs dans cette lettre de l'élève Macron du mois d'août ou dans la déclaration de New York, vous avez cette formule complètement absurde qui est le droit à l'existence de l'État d'Israël. Voilà. Et tout le monde s'en gargarise. Le droit à l'existence de l'État d'Israël. Alors, un État, déjà, je vous ai dit tout à l'heure quelle était la définition, très simple, mais droit et Israël sont deux mots qui sont complètement contradictoires, puisque Israël n'a jamais respecté un jour le droit international, et ne le respectant pas, il ne respecte pas les accords signés. Israël ne respecte rien, vous voyez. Donc, cette question est nulle et non avenue, puisqu'elle met en évidence deux formulations complètement contradictoires dans la même phrase. La véritable question, et ça, on aurait dû y penser depuis longtemps, c'est comment faire entrer Israël dans le droit. Alors, si cette notion, comment entrer dans le droit, avait été l'obsession des dirigeants israéliens depuis 1948, si ça avait été véritablement leur objectif final, eh bien, ils se seront faits comme nous faisons tous quand nous déménageons. On va voir les nouveaux voisins, on se fait copain avec eux, vous voyez. On entretient des relations, on passe du temps, vous voyez, et puis on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de fermer sa porte à double tour quand on s'en va, vous voyez. C'est ça, faire entrer Israël dans le droit. Et comme c'est tout le contraire qui s'est passé, on est dans une situation aiguë où le seul objectif actuel doit être le cessez-le-feu et de laisser passer du temps. Parce que quand vous êtes entretués avec vos voisins pendant des générations, eh bien, vous n'allez certainement pas signer demain un accord de paix. Parce que la paix, c'est la sûreté. La paix, c'est la tranquillité de l'âme. C'est ce que chacun, de son côté, eh bien, a dans sa tête.
Et ça ne se règle pas sur un coin de table et en plus en présence uniquement de l'un des protagonistes, c'est-à-dire Israël ou son autorité palestinienne, c'est-à-dire son pseudopode. Si je peux me permettre, je voudrais juste en rajouter une, professeur Oberlin. Mais justement, c'est complètement contradictoire. L'existence, cette soi-disant existence de l'État d'Israël est complètement contradictoire avec l'un des droits fondamentaux de l'ONU, qui est le droit à l'autodétermination des peuples en sécurité sur leur territoire. Absolument. Et d'ailleurs, ce droit à l'autodétermination, il y a la charte de l'ONU et puis il y a aussi toute une série de déclarations et très importantes, notamment lorsque la procureure de la Cour pénale internationale a ouvert l'enquête sur le territoire Jérusalem, Cisjordanie et Gaza, des crimes de guerre commis depuis 2014. En tant que juriste, elle devait ouvrir une enquête sur un territoire précis et au cours d'une période précise. Elle n'allait pas nous parler du temps des Romains ou des Perses, vous voyez. Donc ça, et elle a ajouté dans la même phrase, ce n'est pas à la Cour pénale internationale de déterminer des frontières. Moi, c'est là où je vais faire mon enquête. C'est pour ça que j'ouvre cette enquête. Les frontières ne peuvent être déterminées que par l'autodétermination de toutes les populations concernées. Et là, je voudrais peut-être glisser quelque chose qui me vient à l'esprit, qui est tout à fait récent. C'est que j'ai appris récemment que, je glisse vers un terrain dangereux, vous voyez, que monsieur Ali Khamenei, qui est à la tête de l'Iran, eh bien, vient de sortir un livre qui s'appelle L'avenir de la Palestine, je ne sais plus, et dans lequel justement il décrit ce référendum d'autodétermination de toutes les populations concernées sur le territoire de la Palestine. Donc on s'aperçoit que le grand Satan iranien, finalement, une fois de plus, eh bien, est très proche, voire même intégré dans le droit international. Je parle bien du droit international. Donc ça fait partie de de ces puissances qui sont d'une réelle puissance. L'Iran est un pays extrêmement riche historiquement, culturellement, 95 millions d'habitants, 3 fois la surface de la France. Oui. C'est le principal pays du Proche-Orient. Et lui aussi, on voudrait le réduire à une espèce d'exécutant des oukases de M. Barrault, de M. Netanyahou. Mais quelle est la légitimité de quelqu'un qui a été élu avec 10% des suffrages des Français pour dire à un grand pays comme l'Iran qu'il n'a pas droit à la dissuasion? Ah non, vous n'allez pas dissuader, non seulement vous n'aurez pas la bombe, je ne crois pas que l'Iran ait envie d'avoir la bombe, parce que ça ne servirait à rien, parce qu'il ne pourrait pas s'en servir tout simplement. C'est ce que disait d'ailleurs Jacques Chirac en son temps. Mais l'Iran a développé une dissuasion balistique et il a montré qu'il était capable, eh bien, d'empêcher les Israéliens de l'écrabouiller. J'en sais un petit peu quelque chose. Il se trouve que j'étais à Téhéran au moment des bombardements israéliens. Et il a démontré qu'il était capable d'envoyer plusieurs centaines de missiles sophistiqués sur Israël sans tuer personne. On se souvient, il y a eu, je crois, une victime en Cisjordanie lorsque M. Netanyahou a assassiné M. Ismaël Haniyeh à Téhéran. Donc je veux dire que la dissuasion iranienne, elle existe et il faudra bien qu'un jour nos exécutifs, puisque c'est eux qui prétendent décider du sort du monde, de cette région du monde, eh bien en tiennent compte. Autrement dit, non seulement il faut parler avec les dirigeants du Hamas, avec tous les partis politiques, y compris le Hamas, mais il faut aussi parler avec les dirigeants iraniens. Bon sang de bonsoir, c'est près de chez eux, ils sont concernés, c'est le même bassin économique, bassin de population, il y a des ressources, et ces ressources auraient tout intérêt à être réparties, distribuées. Une Union européenne proche-orientale serait évidemment une chose à faire dans l'avenir. Au lieu de ça, eh bien, c'est notre impérialisme, ce sont finalement notre vieux fond colonial qui remonte à la surface
avec des déclarations qui sont très très proches de l'extrême droite. Mhm. Merci au professeur. Gérard, tu as fini pour l'intervention? Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais on pourrait passer, je pense, D'accord. à la Juste suite. à la suite, enfin, pour permettre aux personnes, on a déjà 1 heure d'entretien. Donc, juste un dernier point. Il y avait aussi cette histoire d'appeler les pays qui n'ont pas encore reconnu, et je pense pratiquement aux pays du Golfe et aux pays arabes, etc., qui n'ont pas reconnu Israël, à le faire pour pouvoir obtenir ces fameux 2 États. Ça aussi, c'est verrouillé par ça. Effectivement, Ça m'a fait rire aussi. Comme si dans c'était pas votre reconnu bouche, déjà. je m'attendais pas à ça, mais effectivement, vous faites bien de poser ce genre de questions. Oui. Enfin, ça fait partie des accords implicitement, mais je riais Oui. intérieurement aussi, parce que je crois Non, qu'ils ont plus moi, que normalisé depuis quelque temps. On ne peut pas reconnaître quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui tue tous les jours, Exactement. qui fait un génocide. Mm. C'est comme continuer à accorder le statut d'interlocuteur à quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Non, on le coffre quand il passe au-dessus du territoire français, mais tout le reste, c'est complètement hors sol, je dirais. Par contre, l'occasion de la reconnaissance, parce que là je change, mais c'est la reconnaissance d'un État palestinien. Il s'agit d'un État palestinien dans les frontières de 67, donc tout ça est très clair et très précis, ok. Il se trouve que toutes les parties palestiniennes sont d'accord, c'est quand même les principaux concernés. Là, je voudrais rendre hommage à Redouane, qui m'a sorti ces jours-ci une formule dont je regrette que je n'ai pas eu l'idée auparavant, puisque je suis chirurgien. Il m'a dit finalement, c'est comme si un chirurgien opère un patient sans son consentement. Vous voyez, mais ça fait rire, mais c'est exactement ça dont il s'agit. Donc merci Redouane de cette excellente formule. Non, ce que je veux dire parce que on ne peut pas être indifférent au fait que cette déclaration de New York est passée en express, on peut le dire, au vote de l'Assemblée générale et que l'immense majorité des États ont voté pour. Je voudrais signaler quand même, il y a un État qui a, je dirais, par son attitude, démontré certainement la meilleure intelligence de la situation, c'est justement l'Iran. L'Iran ne s'est pas prononcé contre, parce que globalement, on aurait dit, bah, vous vous prononcez contre l'indépendance de la Palestine, c'est horrible, vous êtes un affreux. Il ne s'est pas abstenu parce qu'il a des opinions très précises sur la question. Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'a pas participé au vote. Voilà. Et donc, cette reconnaissance, ce texte qui a été voté, je dirais que ce sont tous les à côté qui seront à balayer, à mettre de côté. De toute façon, ça ne marchera pas. Mais par contre, ces 140 pays qui auront signé ce texte, qui ont voté pour ce texte, eh bien, ont d'une certaine façon reconnu l'État de Palestine. Donc, il y en a un certain nombre qui ne l'avaient pas encore signé. Globalement, il y a quelques effets positifs à ce texte, mais en tout cas, on en est certain, aucune des conditions qui sont mises ne sera évidemment appliquée en réalité. Acceptée, même appliquée. Est-ce qu'on aborde le dernier point ou on ouvre la possibilité aux personnes de poser des questions sur cette partie-là? Parce que si on a le temps, on abordera la partie des accords du Qatar. Mais bon, je laisse les personnes qui veulent venir peut-être poser une question ou poser en bas. Humain. Un peu de forcing. En tout cas, merci. Pour garder un peu plus longtemps. Non, mais il y a Aurel qui a une question à poser au professeur Oberlin, qui a une bonne nouvelle à annoncer. Aurel? Alors attends, parce que bonsoir à tous. Alors moi j'avais une question pour vous. Je ne sais pas si vous avez été informé que il y a ils sont en train de rechercher des bénévoles de formation médicale pour partir avec la flottille. Ils créent un bateau spécial infirmier, médecin, enfin tout le personnel paramédical pour partir la semaine prochaine. Pour escorter en fait jusqu'à Gaza tous les bateaux des flottilles qui partent là.
Du coup, on vient de me le proposer. Et moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Alors, je suis pas sûre de pouvoir partir. Je cherche officiellement une nounou. C'est le Voilà. moindre des problèmes. Oui. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez. Non, c'est la question des flottilles. Bah, Oui, ça. écoutez, moi, je crois que toutes les initiatives, et je dois dire, malheureusement, depuis 2 ans, ces initiatives ont fleuri. Il y a énormément d'imagination. Toutes les initiatives sont bonnes. Je crois qu'il faut rendre hommage, par exemple, à tous ces centaines de milliers du public espagnol qui ont bloqué le Tour d'Espagne. Et le résultat qui est magnifique, et je pense que M. Macron pourrait s'en inspirer, eh bien, c'est que la totalité du gouvernement espagnol a soutenu les manifestants qui s'opposaient à la présence d'une équipe marquée, tamponnée Israël dans cette compétition sportive. Alors, ça a fait le tour du monde, évidemment, et c'est un signe, ça veut dire que les opinions sont là et il faudra bien en tenir compte. Donc la flottille, ça relève, je dirais, d'un courage physique déjà, parce que on se souvient, il a sans doute été détruit, mais il y a un monument aux morts sur le port de Gaza aux 9 citoyens turcs qui ont été tués sur le Mavi Marmara. On s'en souvient, c'est une vieille histoire, mais ça existe. Il y a eu un hommage qui a été rendu et qui l'est toujours à Gaza à ces citoyens. Alors, bien entendu, c'est une épine dans le talon, si vous voulez, du monstre, mais parfois, cette épine peut faire trébucher. Je souhaite très vivement qu'il n'y ait pas de délai, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de décès dans cette affaire, parce que c'est quand même le risque, hein. On le sait, ceux qui larguent les bombes dans les avions n'ont aucune espèce de sentiment humain vis-à-vis des enfants qui vont tuer, les snipers qui tirent sur les femmes enceintes, qui tirent sur les médecins. Moi, j'ai des médecins, bien entendu. Vous savez, 25 ans à Gaza, il y a 10% des gens que je connaissais qui ont été tués ou blessés, hein, comme pour tous les Gazaouis, y compris des médecins que je connaissais personnellement, y compris des enfants. Donc, la seule chose que je souhaite dans cette expédition de flottille, que je félicite, du confort de mon salon, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas d'irréversible qui soit accompli par la partie israélienne. C'est quelque chose d'extrêmement risqué. Peut-être qu'on arrive à un moment où l'armée va reculer, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc, je n'ai pas de conseils à vous donner, surtout si vous êtes mère de famille. Mais en tout cas, si vous y allez, vous avez toute mon admiration. Merci beaucoup. Merci Aurel. Humain, c'était une question. Aurel, pour faire monter quelqu'un. Humain, tu es avec nous? Oui, Humain, il n'est pas là. Hibji, si tu peux poser ta question le plus rapidement possible et qu'on puisse passer à la suite. Hibji? Bonsoir tout le monde, c'est Ihab. Ihab, Oui. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ihab, pardon. En fait, Ouais, marhaba, en Ihab. fait, marhaba bikoum, Une question. ouais, en fait, je suis monté juste pour dire deux petites choses. La première, en tout cas, merci beaucoup pour ce live. C'est très, très rare d'assister à un live aussi bien et aussi véridique et qui dit autant de vérité et qui rend hommage aux Palestiniens. Là, on est loin de toutes les... si je peux me permettre le mot, les conneries qu'on voit sur les lives. En tout cas, merci beaucoup. Merci C'est vrai. beaucoup pour professeur Oberlin, pour tout ce qu'il vient de dire. Et avec courage et avec vérité, franchement, merci pour tout ce qu'il a fait pour les Palestiniens. Et dernière chose, en fait, je voulais juste rajouter pour le droit d'existence d'un peuple, normalement, c'est un droit naturel qui ne doit jamais être conditionné par n'importe quelle condition. Normalement, on ne devrait pas se poser la question ou dire on reconnaît si. Le si, normalement, ne devrait pas exister. Voilà, c'était tout. En tout cas, merci beaucoup encore une Merci. fois. C'était vraiment un très bon live et je vous souhaite une bonne soirée. Non, mais la réflexion de Hijab est très profonde en réalité parce que c'est le droit fondamental, c'est la base. On a tenté de l'écrire dans les droits de l'homme, mais c'est exactement ça. Le droit à l'existence, c'est la première des choses. Et la première des choses, c'est la vie. La première des choses, c'est la vie en bonne santé, c'est l'existence et la bonne santé. Ça devrait être
les axes de nos politiques, les axes de nos économies, alors qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est mis sur le côté. Mais je reste dans mon optimisme permanent. Je pense que le droit international, je crois que les organismes internationaux, l'ONU avec tous ses défauts, mais qu'il faudrait corriger pour un certain nombre, tous les organismes d'ailleurs dépendants de l'ONU ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a qui ont été créés à une date relativement récente et qui sont fonctionnels. Mais je ne crois pas que M. Netanyahou, même avec l'aide de M. Macron, va faire sauter le droit international et ces notions essentielles que Hijab vient de rappeler. Je n'y crois pas. Oui, Merci beaucoup, professeur, François. justement par rapport à ça, merci beaucoup. Mais justement, est-ce que tout ce dont on assiste, est-ce que justement ça ne pousse pas justement les peuples les peuples en tout cas à perdre espoir sur ce droit international qui a été Attends, j'ai bafoué plus de sur son, tous les là. plans? J'ai fait une bêtise là. Moi, je vous entends. C'est là. Vous l'entendez? Ah oui, ça y est, je t'entends. Tu peux Ouais, répéter ok. ta question? Ouais, je disais justement par rapport à la réflexion que vient de nous faire le frère, est-ce que justement ce dont on assiste en ce moment, enfin depuis pratiquement 2 ans, bien avant pour les initiés, mais surtout depuis 2 ans, est-ce que justement ça ne rend pas les peuples de plus en plus sceptiques par rapport à ce fameux droit international, par rapport à cette civilisation occidentale qui se voulait justement le fer de lance de ce droit, le pays des droits de l'homme, et que tout a été bafoué, et justement bafoué et qu'on a vu justement un 2 poids 2 mesures flagrant. Est-ce que ça, justement, les gens, est-ce que ça va pas perturber justement même les accords, jusqu'aux accords Nord-Sud, ou en tout cas peuple élite, parce que tout est bafoué, tout a été, voilà, le droit n'a plus aucun sens, on n'y croit plus du tout, enfin les gens n'y croient plus du tout. Et les résolutions, ils peuvent en voter, ils peuvent demain dire. Et d'ailleurs, même Netanyahou, à chaque fois qu'il a l'occasion de dire, d'aller à l'encontre justement du droit, il le montre, et il le montre de façon diabolique, j'allais dire, entre guillemets, en s'en prenant sur le peuple palestinien, en massacrant encore plus. D'ailleurs, là, il a repris, depuis la déclaration, il a multiplié les attaques, et c'est encore plus horrible aujourd'hui pour les Palestiniens. Je crois, Michel, tu es avec nous? Christophe, est-ce que tu es avec nous? Ah, mais non, il était en téléphone, je crois. Alors malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle. J'étais sur le live des journalistes et ils ont annoncé qu'ils ont bombardé l'hôpital Rantissi à Gazaville. Je l'ai vu, tu l'as marqué. On n'a pas encore les... Christophe, tu es là? Ah, Christophe, tu es là? Je sais, il s'est pas muté, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Christophe? Mais on attend Ouais. Et il y a des victimes, évidemment. C'est un des rares hôpitaux qui a repris un peu le service. Hein. Ouais, on n'a pas de résultat, c'est l'un des plus grands Gazaville. Gaza, c'est, on pourrait dire, la capitale. Gazaville, c'est Ben oui, c'est la plus grande. capitale, oui. C'est le centre, oui, bien sûr. Mais de toute façon, ils veulent prendre la ville complètement. Et donc, du coup, c'est encore une des façons de se venger. Exactement, ben, surtout qu'ils veulent. Je sais pas qui c'est qui voulait poser une question. Avant Il y a que Humain, on après il y a revienne. C'est qui Humain, il est là? Humain, t'es là? Humain, il est en conférence téléphonique, à mon avis, ou je sais pas, il n'est pas là. Christophe, ah non, Christophe aussi, il n'est pas là. Bon, on se retrouve juste toi et moi, Sadia. Il y a du monde, il y a du monde. Ouais, ben non, si il y a des gens qui veulent monter. Poser même une question écrite, ou bien s'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément monter, qui peuvent écrire une question en bas, et je la note, et je lui poserai si vous voulez. Là, Christophe, il n'est pas là, il n'est plus là.